C'est l'un des écrivains les plus lus et joués à travers le monde. Éric Emmanuel Schmitt, traduit dans 48 langues et parrain de la journée du professeur de français. C'est demain. Et TV5 Monde est très heureux, bien sûr, d'être le partenaire de cette grande journée qui va rassembler dans 120 pays des profs amoureux de l'enseignement. Et vous êtes, vous, amoureux des profs. Oh oui, je dois beaucoup aux professeurs. Parce que moi, ils m'ont diagnostiqué écrivain alors que je n'avais pas compris. C'est eux qui m'ont dit, vous trouverez votre salut dans l'écriture. C'est eux qui m'ont fait saisir à quel point, au fond, je n'étais pas un gamin tout à fait normal, puisque quand je quittais le collège ou le lycée, je rentrais à la maison et j'écrivais des histoires. Et quand je rendais des compositions françaises, c'était la fête, quoi. Et voilà, ils m'ont fait comprendre qui j'étais. Et puis alors... J'ai eu des professeurs merveilleux. Je me souviens, j'ai eu un professeur qui m'a appris les niveaux de langue. C'était mademoiselle Tolon. Elle nous disait une bête sue, un homme transpire, une femme a chaud. Et ça, vous apprenez les niveaux de langue, et c'est gagné pour toute la vie. J'ai eu un autre professeur de français, M. Barnet, avec qui j'ai été ami jusqu'à sa mort il y a pas longtemps, qui lui, carrément, quand j'écrivais une composition française, allait ensuite voir ma mère et lui disait est-ce qu'Éric est en train de lire Pagnol en ce moment? Elle lui disait ah oui, eh ben, parce qu'il le voyait dans les copies. Ah, il lit Saint-Exupéry, ah oui, etc. J'ai eu des profs d'une finesse, d'une attention, qui ont été essentiels pour ma vie. Ouais. Ils ont été des marches qui m'ont permis de prendre le chemin de ma vie. La Fédération internationale des professeurs de français, 80 000 membres à travers le monde et qui sont des passeurs comme ça de la langue, de l'amour de la langue, de la francophonie aussi. Hein. Oui, une grande langue, c'est une langue qui est parlée sur des terres et dans des cultures différentes. Regardez, moi je suis membre de l'Académie Goncourt. Cette année, on a eu le bonheur de donner le prix Goncourt à un Sénégalais, Sarr, parce que c'est ça une grande langue. C'est une langue qui peut attirer des génies, des romanciers, des poètes du monde entier et qui vont inscrire leur culture, leur réflexion, leur sensibilité dans notre langue. Donc ce travail de maillage, de tissu que font les professeurs de français, c'est ce qui fait aussi la grandeur d'une langue et la grandeur d'une communauté francophone. Ouais. On peut aller sur le site internet d'ailleurs, hein, lejourduprof.com, et on aura toutes les infos parce qu'il y a plein de choses qui vont être organisées demain à travers le monde. Quel beau métier! C'est peut-être le plus beau métier du monde, non? Moi, ça a été le mien d'ailleurs, puisque j'ai d'abord été professeur. Moi, c'était de philosophie. Je ne l'ai pas été longtemps parce que j'étais rattrapé par le succès. Mais en tout cas, c'est un des métiers les plus essentiels qui soit. C'est-à-dire la transmission de la langue, la transmission de la culture, le fait de donner non pas les idées, mais la possibilité de formuler ces idées et de penser aussi par soi-même. En plus, le français est une langue concise et précise. Moi qui suis traduit dans des tas de langues, je vois bien la force du français. Concision, précision. L'anglais est concis mais pas précis. L'allemand est précis mais plus long. Oui. Voilà, le français il se situe là. Ouais. Donc ça permet d'exprimer vraiment mille choses. Oui. Et quand on dit la Journée internationale des professeurs de français, je le disais, c'est dans 120 pays. Donc là, c'est le monde entier. Au fond, il y a quelque chose de planétaire derrière ça. Oui, on le sous-estime, nous, parce qu'on a souvent, ici à Paris, un regard franco-français. Et il faut bien voir qu'en 2050, 70% des locuteurs du français seront en Afrique. Et il faut qu'on le sache et il faut qu'on pense avec ça. Et alors bien sûr, dans tous ces professeurs de français qu'on évoque et dont c'est la journée demain, il y a beaucoup de professeurs de français langue étrangère. Donc alors eux, c'est vraiment des passeurs de langue et des passeurs de culture. Mais il y a aussi des professeurs qui sont dans des pays où il y a véritablement une vie francophone et on a un avenir de notre langue et de notre culture grâce à eux. Oui, on peut aller sur le site internet et entendre vos témoignages notamment, hein, oui. sur vos professeurs, Éric Emmanuel Schmitt, ceux qui vous ont marqué définitivement, qui ont fait que, on va parler dans quelques instants de ce livre, c'est le dernier, mais qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Ah, complètement. Mais c'est plus que l'accès à la langue, le cours de français. C'est l'accès à
à la formulation des sentiments, à la formulation de la sensibilité. C'est l'accès même au monde adulte quand on est enfant. Parce que tout d'un coup, voilà, vous êtes un gamin de 14 ans et on vous fait lire Andromaque de Racine, où tout le monde aime quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, qui aime quelqu'un d'autre, qui aime quelqu'un d'autre. Vous connaissez déjà ça dans la cour de récréation, mais là, tout d'un coup, vous le voyez formulé avec noblesse. Voilà, c'est une initiation à la vie adulte, à la condition humaine. C'est beaucoup plus qu'une transmission de grammaire et de syntaxe. Ouais, et TV5 Monde est très heureux et fier d'avoir dans sa mission justement cette transmission de l'apprentissage du français, Destination Francophonie d'Ivan Kabakov, des émissions comme ça aussi qui donnent cet amour. Bernard Serki-Glini, bonjour professeur. C'est la langue et l'amour des mots. Moi, la langue, c'est ma partenaire. D'ailleurs, je suis jamais sûr de gagner. C'est toujours elle qui gagne parce qu'elle m'échappe, elle continue à m'apprendre des choses. Non, je pense que l'amour des mots, c'est beaucoup plus que l'amour des mots. C'est l'amour du réel. C'est-à-dire que la langue ne nous éloigne pas de la vie. La langue nous replonge dans la vie. Et puis, plus on connaît la langue, plus on voit aussi ce qu'elle ne décrit pas. Et donc, on est obligé d'user de métaphores, d'images. C'est aussi ça, la langue. C'est la faire vivre et lui faire dire ce qu'elle n'est peut-être pas capable de dire au départ. Et ça, c'est vraiment tout le travail de l'expression. Non, je pense que quand on aime profondément la langue, d'abord, on n'est pas déprimé et on a un rapport de désir profond avec l'univers. Ah ouais, et ça ouvre la porte du ciel. Ça, c'est le titre de votre nouveau roman. C'est la suite. Hein. Après le paradis, voici le ciel. Oui. Éric Emmanuel Schmitt. La porte du ciel, ouais. C'est la traduction exacte de ce que veut dire Babel. Oui, la tour de Babel. Voilà. Hein? Bab, elle, c'est en akkadien, une des deux langues de la Mésopotamie ancienne. Ça veut dire porte de Dieu, porte du ciel. Et je raconte donc, c'est le deuxième tome d'une grande saga. Après Paradis perdu. Après Paradis perdu, dont on avait parlé. Je raconte ce moment où la civilisation dans laquelle nous vivons s'invente, c'est-à-dire la Mésopotamie au 3e millénaire, où on invente la ville, les premières villes. Et mon héros, Noam, va avoir cet étonnement devant la ville. Qui dit ville dit aussi division en classes sociales, qui veut dire des gens qui sont plus dans les champs, qui s'occupent plus des animaux, une certaine injustice aussi, l'invention de l'esclavage. Par contre, une très belle chose, l'invention de l'écriture, puisque c'est les Mésopotamiens qui ont inventé l'écriture. Et donc mon héros, Noam, tout en vivant ses propres aventures, puisqu'il est à la recherche de la femme qu'il aime, il va découvrir ce moment de notre histoire dans lequel nous vivons toujours. Oui. Au fond, vous dites, c'est contemporain, c'est complètement cette histoire-là. Contemporain. Mais bien sûr, ça aurait pu ne pas être. C'est toujours ce que je m'amuse à faire dans la traversée des temps, c'est retrouver l'étonnement. Vous savez, Platon disait que la première vertu du philosophe, c'était s'étonner. Et mon héros, Noam, est comme un persan dans les lettres persanes de Montesquieu, qui découvre Paris et qui s'étonne des embarras, des encombrements et de l'attitude de la cour. Moi, mon Noam va s'étonner de tout ce qui nous est devenu habituel. La ville, la coupure avec la nature, les classes sociales, le commerçant. Il ne connaissait que les artisans, des gens qui fabriquaient les objets qu'ils vendaient. Et tout d'un coup, il découvre une classe intermédiaire de gens qui n'ont pas fabriqué et qui vendent. Et il découvre aussi l'organisation économique de plus en plus monstrueuse, nécessitée par le nombre, et donc l'invention de l'esclavage. Il y a des formes modernes d'esclavage, mais il y a d'abord la première forme, c'est celle qui est en Mésopotamie, qui d'ailleurs, on devient esclave, on ne naît pas esclave. J'allais dire, c'était un accident, c'était faute à pas de chance. On était dans la mauvaise cité qui a perdu la guerre. Et donc, on est prisonnier de guerre et on devient esclave. Oui. Mais c'est pas essentialisé comme ça le sera plus tard, avec Aristote qui va dire on est esclave de naissance, ou avec toutes les théories racistes ou même religieuses qui ont justifié de façon essentialiste l'esclavage. Non, il découvre les fondements de notre monde et il nous montre d'ailleurs ce que l'écriture change de notre perception du monde, c'est catégorisé. L'écriture a été la première tablette écrite qui nous reste il y a 5000 ans, la toute première tablette, elle est signée d'un certain Kushim, et c'est un comptable. L'écriture a été inventée pour la comptabilité. C'est une énumération des items, des marchandises, avec une fixation de la taxe. Voilà, c'est ça.
Mais heureusement, les hommes vont s'emparer de l'écriture aussi pour faire autre chose. Et dans mon livre, il y a un enfant poète qui s'appelle Maël, qui va lui inventer la littérature avec la langue des comptables. Ouais, il y a aussi des tyrans, il y a aussi des Oui. affrontements, des aventures, il y a un chien. Et il y a ce rêve d'une tour qui irait tellement haut qu'elle pourrait, j'allais dire, s'approcher des dieux. S'approcher des dieux, oui. Les tours de la Mésopotamie étaient à la fois des temples à 7 étages qui évoquaient les 7 planètes, mais c'était aussi des observatoires astronomiques. Et puis, c'était peut-être un escalier pour rejoindre les dieux. Parce que nos ancêtres pensaient que les dieux étaient dans la voûte, le monde était fini, hein, que les dieux étaient là et qu'on allait peut-être les rejoindre. Et en fait, c'est le début de la démesure humaine, de l'orgueil humain. Babel n'a jamais été détruite. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a Dubaï, aujourd'hui, il y a les tours chinoises, il y a New York, et puis il y a surtout, je dirais, la NASA. C'est ce qui poursuit Babel. C'est-à-dire cette volonté d'expansion infinie de l'homme, qui est à la fois son génie et son enflure, qui est à la fois sa qualité et son défaut. Merci Éric Emmanuel Schmitt, c'est formidable hein, ce nouveau livre. Vous avez dit dans une interview, ce roman, je m'y suis préparé toute ma vie. Oui. Voilà, c'est pas... Ah non, non, c'est l'œuvre d'une vie. Ouais. C'est 30 ans de lecture, de préparation, de réflexion pour avoir une vision de l'histoire humaine. Et puis 30 ans pour essayer d'avoir le souffle romanesque de vous emmener comme ça. Là, c'est 600 pages. Le premier faisait 550 pages. Voilà, ça va être un roman de 5000 pages. Ouais, regardez. La Porte du Ciel, donc, est publié chez Albin Michel. Merci, monsieur le parrain de la 3e journée internationale des professeurs de français, d'être venu sur TV5 Monde, Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup. Merci.